Bonjour, je suis Florence Cordier, coach CO2. J'aide les particuliers à réduire leur empreinte carbone et en faisant des recherches sur l'impact CO2 de l'occasion, je suis tombée sur le rapport de Erwan Fanja de l'ADEME intitulé Évaluation de l'impact environnemental d'un ensemble de produits reconditionnés. Et on parle ici donc de l'empreinte carbone du numérique et de l'impact environnemental du numérique, puisqu'il s'agit des smartphones, des tablettes et des ordinateurs fixes et portables. Erwan, est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je suis Erwan Fanja, je travaille à l'ADEME, qui est l'Agence pour la transition écologique. Et donc, c'est une agence où on est à peu près 1000 personnes en France à travailler pour toutes les politiques liées à la transition écologique et faire en sorte que la transition écologique avance dans le pays. Et je travaille au sein de la direction économie circulaire et plus particulièrement sur tous les sujets liés à la durabilité des produits et les sujets liés aussi au numérique et notamment aux impacts environnementaux liés au numérique. D'accord, bah, voilà, en découvrant ton rapport, en fait, j'ai appris tout un tas de choses que je ne connaissais pas et qui m'a semblé utile qu'on partage via cette interview pour, vraiment choisir nos actions de manière efficace dans la vie quotidienne. On va peut-être commencer par dresser un bilan un peu de l'empreinte carbone du numérique, parce qu'il y a quand même beaucoup de fausses idées qui circulent. L'empreinte carbone serait due aux mails, il faut trier ses mails, et cetera. Est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qui constitue l'empreinte carbone du numérique, s'il te plaît? Mmh. Alors effectivement, le numérique a une empreinte environnementale qui est très loin d'être négligeable. On pense que tout est délocalisé, tout est dématérialisé, tout est dans le cloud et que finalement ça n'a aucun impact sur l'environnement. C'est faux. On vient de finir une étude pour mesurer justement l'impact environnemental du numérique en France et qui montre que on est à peu près à 2,5% de l'empreinte carbone de la France. 2,5%, c'est des Ah oui, quand données qui même. sont loin Oui. d'être négligeables puisque c'est un peu plus, par exemple, que le secteur des déchets. Donc le numérique en France pollue plus que tout le secteur du déchet et c'est équivalent aussi au secteur de l'aviation. Donc on est sur des données qui sont quand même très loin d'être négligeables. Un peu plus de 17 millions de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre qui sont émises chaque année liées au numérique. Et alors quand on regarde tout le cycle de vie du numérique, donc pour schématiquement, hein, il faut d'abord extraire les matériaux, ensuite les assembler pour les fabriquer. Ensuite, il faut les distribuer puisque c'est des équipements qui sont souvent fabriqués en Asie et distribués en France. Ensuite, il y a une phase d'usage et notamment liée à la consommation électrique. Et puis la phase de fin de vie avec toute la partie recyclage. Quand on regarde toutes ces étapes du cycle de vie, un peu moins de 80% de l'impact, elle est liée à la phase de fabrication. Ça veut dire que 80% de l'impact, c'est lié à la fabrication de nos équipements et donc les équipements numériques, c'est les smartphones, c'est les télévisions, les ordinateurs, les objets connectés, les montres connectées. Et donc 80% des émissions de gaz à effet de serre, ce sont la fabrication. Et donc ça veut dire que plus longtemps on va utiliser nos équipements, moins on va en fabriquer de nouveaux et plus on va diminuer son empreinte environnementale. Le 2e enjeu aussi pour le numérique, c'est que ça a des impacts environnementaux sur les gaz à effet de serre, donc 2,5% de l'empreinte carbone de la France, mais ça a des impacts environnementaux aussi sur tout un tas d'autres indicateurs et notamment les indicateurs liés aux ressources et aux ressources minérales et métalliques. Dans un smartphone, il faut à peu près 50 métaux différents pour fabriquer un smartphone et il faut mobiliser 200 kilos de matière. Et donc, il y a un vrai enjeu aussi lié aux ressources avec des risques de pénurie dans les années à venir sur un certain nombre de métaux et des métaux qui sont aussi en concurrence avec la transition écologique, puisque c'est des métaux qu'on va retrouver et dans les équipements de transition écologique comme je sais pas, des éoliennes ou des panneaux photovoltaïques ou même une voiture électrique. On va retrouver les mêmes métaux que dans les métaux du numérique.
et donc on a des risques importants aussi sur cette question, des ressources. Ah bah mince, alors il va falloir choisir entre sa voiture et son téléphone. Impossible. D'accord, bah ça c'est très intéressant. Je ne connaissais pas ça et bah, écoute, en tout cas, on voit bien l'intérêt de faire durer les équipements le plus longtemps possible et c'est là qu'intervient la notion de reconditionner. C'est quelque chose qui est assez récent finalement, cette notion de reconditionner. On ne voyait pas trop avant. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, en fait? Ouais, alors effectivement, pour allonger la durée d'usage des produits, pour les utiliser plus longtemps, bah, il y a plein de façons, hein. Il y a d'abord, les réparer quand ils tombent en panne, Oui. et donc il y a tout un tas de réparateurs, locaux qui, bah, peuvent réparer tous vos équipements numériques. Donc le premier réflexe quand ça tombe en panne, c'est d'aller consulter un réparateur, pour lui donner une seconde vie. Mmh. Il y a aussi l'entretien des produits qui est important, hein. Bien entretenir, ses équipements numériques, les protéger, mettre des coques, mettre aussi des vitres, de protection, parce qu'on sait que, par exemple, un smartphone, l'essentiel des pannes, sont liées aussi, à la casse et parce que les appareils sont pas forcément protégés. Bien utiliser aussi sa batterie, pour qu'elle s'use moins longtemps et puis, il y a aussi à l'achat, c'est, d'avoir le réflexe de s'équiper en produits reconditionnés et alors des produits reconditionnés, qu'est-ce que c'est? Alors c'est différent de produits réemployés parce qu'on s'inscrit là, dans un process qui est quand même très industrialisé. C'est-à-dire qu'on va les entreprises qui font du reconditionnement vont d'abord collecter, les smartphones, qui ont eu une première vie et ensuite tout un process industriel qui va consister à, bah, pour un smartphone, à déjà réinitialiser, et supprimer l'ensemble, des données et donc Mmh. ça c'est important parce que, quand vous donnez un produit pour, être reconditionné, dans le process, vous vous assurez que l'ensemble des données que vous aviez sur ce smartphone sont effacées et sont réinitialisées. Ensuite, il va être, débloqué et puis ensuite, il va subir tout un tas de batteries de tests, pour voir, la bonne fonctionnalité, du produit et puis s'il y a des composants, qui sont défaillants, je pense notamment à la batterie, par exemple. Si la batterie, est usée et est à moins de 80 de ses Mmh. capacités, à neuf, on va changer la batterie, mais on peut changer aussi, et réparer les écrans et puis, une fois que tous ces process, et ces réparations, sont effectuées. Alors il y a des produits qui nécessitent pas forcément de réparation, mais quand il y a besoin de réparation, voilà, on change les avec des pièces détachées. Mais il y a un contrôle qualité qui est fait et puis ensuite il est, réemballé et remis en vente, sur le marché, soit directement, chez des distributeurs ou, pour la plupart, vous les trouverez sur des sites internet. Mmh. Donc il D'accord. y a tout un tas de sites internet, qui revendent, des équipements reconditionnés. Alors, on peut retrouver des équipements comme des smartphones, on peut acheter aussi des ordinateurs portables, des ordinateurs fixes, donc beaucoup d'équipements numériques, mais aussi de plus en plus, d'autres types d'équipements, des vélos par exemple, vélos électriques reconditionnés, on en trouve de plus en plus et puis aussi de l'électroménager reconditionné. Voilà, c'est aussi, sur l'électroménager un marché qui est en forte croissance et qui, voilà, qui monte, en compétences. D'accord, très bien. Et alors au niveau de l'impact environnemental de ces produits reconditionnés, comme c'est de l'occasion, est-ce qu'on peut considérer que c'est un impact environnemental nul? Est-ce qu'on peut en acheter finalement, autant qu'on veut, les renouveler tous les ans? Ou alors est-ce qu'il faut adopter quand même, même avec ces produits, des comportements plus vertueux? Alors, il faut toujours adopter, des comportements plus vertueux, même en achetant des produits reconditionnés. Donc l'avantage du produit reconditionné, c'est que déjà à l'achat, il est moins cher. Ça peut aller jusqu'à, 50 à 75 de moins, par rapport, au coût du neuf et puis l'autre avantage, c'est que d'un point de vue environnemental, quand on compare l'utilisation, d'un équipement reconditionné neuf, l'utilisation d'un équipement neuf versus l'utilisation d'un produit reconditionné, on peut, pour certains produits,
reconditionnés, divisé par 8 l'impact environnemental. Donc, il y a un vrai enjeu environnemental à utiliser ce type d'équipement. Un smartphone reconditionné, on peut aller jusqu'à une division par 8 des impacts. Par contre, ça, dans le process, ça a forcément des impacts puisque des fois, il faut changer des pièces détachées et donc faut utiliser des pièces détachées neuves. Et donc là, c'est des pièces détachées qu'il faut fabriquer, donc on a des impacts. Et puis dans le process, on a aussi des impacts environnementaux. Et le critère principal qui va dire si je vais avoir un gain environnemental important ou pas important, c'est la durée de vie, heu, de la première durée de vie de l'équipement neuf. Donc si Mmh. vous achetez des produits reconditionnés qui ont une première durée de vie de 1 an, vous aurez un gain environnemental beaucoup moins important que s'il a une première durée de vie de 3 ans. Et puis aussi, une fois que vous avez votre équipement, plus longtemps vous allez l'utiliser, moins vous allez, heu, plus vous allez gagner, au niveau environnemental puisque moins vous allez, fabriquer d'équipements neufs ou utiliser d'équipements reconditionnés. Donc il y a quand même des enjeux, toujours à, utiliser le plus longtemps possible, son équipement numérique. OK, très bien, c'est noté. Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant dans le rapport, c'est de voir qu'il y a plein de manières différentes de reconditionner un produit et qu'en fait, en fonction des différents types de reconditionnement, on peut avoir des impacts, enfin des gains environnementaux qui sont, très élevés ou assez faibles finalement. Est-ce que tu peux nous parler de ces différentes méthodes de reconditionnement? Ouais, alors c'est pas forcément des méthodes, mais dans le process du reconditionnement, il y a Mmh. plusieurs phases. Il y a déjà la phase de collecte de l'équipement qui a une première vie. Donc, c'est ce qu'on appelle la phase de collecte du gisement et donc, il y a plusieurs, enfin, les reconditionneurs ont plusieurs approches. La première approche, c'est, de s'équiper sur le marché, asiatique ou, sur le Mmh. marché, américain. Et donc là, il y a forcément une phase de transport et derrière cette phase de transport pour, amener, les équipements, à reconditionner soit des États-Unis, soit d'Asie, et ben, on génère des impacts environnementaux ou, s'équiper, en équipements, neufs, qui proviennent d'Europe et le mieux étant, de France puisque, là, ju pour le coup, on limite, les impacts liés, au transport. Ça, c'est la première chose. Après, dans le process du reconditionnement, et ben, on a différentes manières de faire aussi, soit, enfin, on peut avoir des reconditionneurs qui changent une grande partie, des pièces détachées et donc là, on va avoir un impact environnemental un gain environnemental moins important puisque, quand on s'équipe de pièces détachées, pour quasiment tout l'équipement, par exemple pour un ordinateur portable, si, l'ordinateur portable reconditionné, est reconditionné avec que des pièces détachées neuves, le gain environnemental, il sera par rapport au neuf, il sera quasiment nul. Donc il Mmh. y a cet enjeu de pièces détachées et le mieux étant, quand on a besoin de changer une pièce détachée, c'est de prendre une pièce détachée d'occasion, heu, puisqu'elle n'a pas eu enfin, a déjà eu une première vie et donc une première fabrication. Et puis, un autre enjeu aussi, ça va être la distribution systématique, hem, par exemple d'un chargeur ou des écouteurs, puisque là aussi ça a des impacts, liés à la fabrication. Donc, par exemple, quand vous achetez un smartphone reconditionné, vous n'avez pas forcément besoin d'un nouveau chargeur avec, puisque vous avez, des chargeurs qui sont universels et vous pouvez utiliser, les chargeurs, que vous aviez, pour, le smartphone, précédent. Donc ça, c'est aussi, un des enjeux et puis, il y a le lieu de reconditionnement. Il y a des équipements qui sont reconditionnés en France. Il y a de plus en plus de reconditionneurs en France, mais vous avez aussi, beaucoup d'équipements, reconditionnés qui sont reconditionnés, en Europe ou en Asie et donc derrière, si c'est fait en Asie, il faut ajouter aussi la phase de transport avec, des impacts environnementaux, qui, ne sont pas négligeables. Donc voilà,
le mieux étant, d'acheter, des produits, locaux, reconditionnés, aussi, de manière locale, avec une optimisation, au niveau, et des pièces détachées en utilisant, un maximum de pièces détachées d'occasion et puis en D'accord. limitant aussi, tous les équipements périphériques qui sont vendus en vente et qui sont parfois, pas nécessaires. OK. Merci. Alors, si tu parlais là de l'ordinateur portable, justement, c'est ce que j'ai trouvé un peu frappant dans le rapport, c'est qu'il y a pour certains produits, on a systématiquement un gain environnemental, sur le reconditionné et puis pour d'autres, comme l'ordinateur portable, ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que tu peux nous détailler un peu par type de produit? Où est-ce qu'on a intérêt à toujours aller vers le reconditionné et où est-ce que ça peut être, peut-être plus sujet à question, on va dire? Parce qu'en plus, tu parles d'impact environnemental, mais le rapport détaille bien par type d'impact environnemental. Et sur la question précise des émissions de gaz à effet de serre, il me semble, si j'ai lu correctement le graphique, il me semble que sur euh, l'ordinateur portable, on peut même être pire en fait que le produit neuf sur le Ouais, plan des gaz à effet de serre. en exactement. En fait, ça dépend beaucoup des indicateurs. Sur l'indicateur ressources, c'est toujours, quelle que soit la typologie de produit et quelle que soit la manière dont c'est fait, c'est toujours bénéfique, d'utiliser, un ordinateur ou un smartphone, reconditionné. Puisque là, on limite la fabrication d'un nouvel équipement et donc on limite l'utilisation de ressources, Eh oui, heu, c'est ça. d'un nouvel équipement. Et puis sur l'indicateur gaz à effet de serre, effectivement, ça dépend aussi de la typologie de produit et ça dépend aussi, du fait, de savoir si on change l'ensemble, ou juste une partie, du produit avec des pièces détachées, neuves. Et pour un ordinateur portable, dans le cas où on va changer quasiment, tout l'ordinateur portable et le remplacer par des pièces neuves, eh bien, on n'a pas de gain finalement environnemental, enfin en tout cas de gain sur l'indicateur gaz à effet de serre. S'il faut, changer, l'écran, s'il faut changer, la carte mère, si, il faut changer, la carte mémoire, enfin si l'ensemble, en fait on refabrique un équipement neuf quand on va changer l'ensemble des pièces détachées d'un ordinateur portable et là pour le coup il y a pas de gain environnemental. D'accord. Et alors pourquoi de l'ordinateur portable alors que sur le smartphone, j'ai eu l'impression que on était toujours gagnant sur le smartphone, si j'ai bien compris? Parce que globalement le smartphone, dans le process, tel qu'il existe, c'est assez rare qu'on change toutes les pièces D'accord. Mmh. d'un smartphone. Sur un ordinateur portable, ça arrive plus souvent. Et ordinateur fixe aussi, du coup? Et ordinateur fixe, en général, on change probablement un peu moins souvent, les pièces détachées. Ah d'accord, il y a OK. Donc si on doit retenir, en gros, téléphone portable, tablette, là, on peut y aller les yeux fermés, c'est l'impact, il est toujours, positif. Sur l'ordinateur portable spécifiquement, on a quand même un enjeu de savoir Il comment peut le y produit avoir a été des cas d'usage, mais en moyenne, non. c'est quand même, D'accord. En toujours moyenne, c'est avantageux quand d'un point même, de vue environnemental de changer, enfin de s'équiper avec des équipements, avec des produits reconditionnés. d'accord. Et du coup, bah, ce que je voudrais, c'est quand même embrayer sur la notion de transparence autour du reconditionné, parce que je pense que quand on voit les produits reconditionnés sur les sites web, on ne sait absolument rien de tous les éléments dont tu as parlé. Est-ce que ça a été reconditionné ici, en Asie? D'où vient l'ordinateur au début? Est-ce que beaucoup de pièces ont été changées? On n'en sait rien. Est-ce qu'on peut aujourd'hui connaître les conditions de reconditionnement d'un produit, en fait? Alors, vous avez certains acteurs, quand même qui sont assez transparents et notamment, des acteurs français et qui, justement, suite, à l'étude qu'on a pu mener, ont changé un petit peu leurs pratiques pour, D'accord. être, encore plus, vertueux. Et puis effectivement, vous avez aussi d'autres acteurs ou des places de marché, Oui. sur lesquelles, l'information est pas toujours disponible. Enfin, vous pouvez quand même en général savoir où se situe le reconditionneur, s'il est Mmh. situé en France ou s'il est situé, en Asie ou en Europe, ou aux États-Unis. En général, cette information elle est disponible. D'accord, très bien. Après, il va y avoir aussi, il y a des travaux là qui ont débuté, qui visent à labelliser le reconditionnement
Ah voilà, j'allais poser la Voilà, question. Est-ce qu'il y a un label prévu? Ce serait tellement ouais, pratique pour nous. Oui. oui, et donc ça, c'est prévu et je pense que d'ici 1 an, on aura un label, reconditionnement, et donc les équipements qui seront tamponnés, avec ce label, on aura l'assurance qui suivent, l'ensemble des bonnes pratiques, dans le process de reconditionnement. OK, ah Et bah, en ça plus va de être, ce label, il y aura ouais. peut-être aussi une information sur l'origine, des produits, si c'est fait D'accord, en France, par exemple. ouais. Ah OK, bah, alors ça, ce serait parfait parce qu'au moins Ouais, on y verrait plus clair, tout de suite, exactement. hein. Mmh. Il y a aussi un autre enjeu de transparence, c'est de distinguer ce qui est vraiment reconditionné de ce qui est, juste de la remise en vente. Parce qu'en fait, bon, moi, je suis allée il y a pas très longtemps justement voir les ordinateurs reconditionnés dans un magasin de grande distribution de produits informatiques. Et donc je demande où sont les ordinateurs reconditionnés, et puis le vendeur me dit: «Non, mais de toute façon, on dit reconditionné, mais en fait, c'est juste un ordi qui a été retourné, par quelqu'un qui en voulait pas. Donc au bout de 2 semaines, il retourne son ordi parce que c'est possible et il est remis en vente un peu avec un discount, un peu moins cher. Mais sauf que c'est pas du reconditionné, en fait, c'est du semi-neuf, quoi, hein, c'est du Mmh. quasi neuf. Donc et ça, bah, du coup, ça m'a un peu, voilà, ça m'a un peu freinée. Je me dis: «Bon, bah» et pourtant c'est vraiment marqué, reconditionné, quoi, hein, Ouais. donc Beh, c'est tout l'enjeu du label, je pense aussi, hein, et d'accord. alors le reconditionnement fait l'objet d'une définition, réglementaire. Ah Heu, quand même, oui. ouais, D'accord. donc il y a une définition qui, dit qu'il faut, notamment sur les produits numériques, que les données soient effacées et qu'il y ait des tests qui soient faits. Donc là, j'imagine quand même que le produit qui a été retourné, il a quand même été testé pour s'assurer qu'il n'a pas été retourné parce qu'il fonctionnait pas bien et qu'il est en parfait état de fonctionnement. Heu, Après là, on est quand même sur un cas particulier puisqu'il a eu une première vie de 15 jours. Donc Oui. globalement, il fonctionne bien et il est aussi, robuste, qu'un qu'un équipement, reconditionné, Oui, voire mieux. évidemment. Mmh. Après il y a quand même des différences aussi avec, les produits, réemployés où, là pour le coup, ils ont une première vie plus longue et ils n'ont pas forcément subi de tests de qualité. Et normalement un produit réemployé, s'il n'a pas subi de test, il doit pas pouvoir utiliser, l'appellation reconditionné. D'accord. Mais il y aura quand même une durée de vie minimum? C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'un produit de moins d'1 an, par exemple, ne pourrait pas avoir l'appellation reconditionné ou de moins de 6 mois, je sais pas, enfin, je sais pas qu'est-ce qui est adéquat? Pas Mmh. forcément, non, dans la définition, il n'y a pas de notion de D'accord. durée de Parce que, première vie. c'est vrai qu'on a, par exemple, le Amazon Warehouse, là, le soi-disant l'occasion façon Amazon qui est en fait constitué de produits qui sont retournés. Donc c'est Ouais. pareil, on a des politiques marketing qui sont très avantageuses pour le consommateur, qui retournent les produits si ça ne les convient pas dans le mois qui suit. C'est des produits qui sont neufs, en fait, et on appelle ça de l'occasion ou du reconditionné, et ça, c'est quand même, Mmh. assez Et problématique pour le consommateur, quoi. ouais. Voilà. Mmh. Enfin, pour le coup, là, il y a le gain environnemental, il est très faible, hein. Bah oui, oui. S'il a une première vie Mmh. de 15 jours, c'est comme s'il Mmh. était neuf. C'est ça, donc on espère que le label, voilà, permettra Ouais. d'y voir plus clair là-dessus. Et aussi, j'ai vu dans le rapport que le reconditionnement n'augmentait pas nécessairement la durée de vie du produit, en fait. C'est un peu à la loterie, quoi. On change des pièces, mais si ça se trouve, bah, on a pu se tromper dans le process, ou enfin, ou il y a peut-être une pièce qui avait l'air bonne et qui va, en fait, tomber en panne 6 mois après. Est-ce qu'aujourd'hui, on prévoit aussi, ou est-ce qu'il existe une garantie pour le consommateur, une incitation finalement à aller vers le produit reconditionné avec, cette garantie que le produit, il va durer encore quelques années? Enfin, finalement, s'il a été remis à neuf par le reconditionnement, on aurait envie d'avoir cette garantie qui va durer 2, 3 ans, voilà, qu'on n'achète Ouais. pas, Alors pour rien, c'est quoi. c'est pas une remise à neuf, hein. On est, sur la notion de produit, d'occasion. D'accord. Ensuite, la loi nous protège quand même, hein. Dans le code de la consommation, il y a ce qu'on appelle la garantie légale de conformité qui s'applique à tous les produits vendus et qui est de 2 ans. Pour tous les produits D'accord, quand vendus, même. qu'ils soient neufs ou qu'ils soient, d'occasion. Donc cette garantie, OK. elle est de 2 ans avec quand même une distinction entre les produits neufs et les produits d'occasion. C'est que la charge de la preuve, pour les produits neufs, elle est de 2 ans pour le fabricant. C'est-à-dire que pendant toute votre durée de garantie, c'est pas à vous de faire la preuve qu'il y a eu un dysfonctionnement, du produit, mais c'est au fabricant.
de fait, votre produit, il est garanti 2 ans. Et par contre, pour les produits d'occasion ou les produits reconditionnés, la charge de la preuve, elle est que de 1 an. Donc en pour schématiser, votre produit, il est garanti, de manière légale, pendant 1 an, et entre 1 et 2 ans, ça sera à vous de faire la preuve qu'il y a eu il y a une malfaçon, il y a un dysfonctionnement lié, au fabricant, enfin au Mmh. distributeur, pendant cette période. Donc ça, Donc c'est pas dès évident quand même, voilà, hein? ça c'est pas évident, mais voilà, tous les Ouais, produits sont au moins enfin vous êtes assuré d'avoir une garantie pendant 1 an. d'accord. Et oui, parce que ça, bon, c'est vrai qu'il y a la garantie légale, mais quand on achète un ordinateur, on se dit: «Oh, il va durer, je sais pas, 6, 7, Alors 8 après ans». sur On a la envie que durée de ça vie, voilà, on a envie que ça dure plus longtemps quand même, quoi, que 2 ans. non, mais il va pas durer 2 ans, hein. Après, un produit reconditionné, il a une durée de vie qui est équivalente à un produit neuf. Il va pas durer plus longtemps qu'un produit neuf, mais globalement, il va durer peut-être un petit peu moins longtemps parce qu'il a une durée de première vie, mais globalement, il va avoir une durée de vie, qui est encore importante, hein. D'accord, donc en moyenne, sauf malchance, Oui, ça permet quand même normalement d'allonger la durée de vie, quoi? voilà. Ouais. D'accord, OK, c'est ça qu'il faut retenir. Très bien. Oui, si vous Hem, avez, je sais pas, un smartphone qui dure, 3 ans, vous l'amenez vous l'amenez dans un bac de collecte pour qu'il soit reconditionné. S'il est reconditionné, bah, il va avoir une deuxième vie, de 2 ou 3 ans. Donc, au oui. bout du compte, le smartphone qui a été fabriqué une fois, il va avoir une durée de vie de 5 ans au lieu Mmh, de 3 ans. d'accord. Ah oui, je vois. Alors le rapport, je l'ai découvert quand j'étais en train de chercher des informations sur l'empreinte carbone des produits d'occasion, savoir si on pouvait considérer que c'était zéro ou pas. J'ai pas trouvé de rapport de l'ADEME là-dessus. Il y a plein de rapports de l'ADEME. Je sais pas si c'est quelque chose qui est prévu, qui existe, que j'ai pas trouvé. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a deux mondes de l'occasion, quoi. Il y a l'occasion avec des marchés du reconditionné qui sont déjà structurés, comme la voiture. Typiquement la voiture, on, c'est quelque chose, quand on achète neuf, on sait très bien qu'on peut revendre d'occasion, peu Mmh, importe l'âge de la voiture. Donc, quand on va faire la comptabilité carbone d'une voiture d'occasion, chaque propriétaire va avoir sa part finalement qui lui est attribuée des émissions de CO2. Hein. Chacun prend sa responsabilité un peu d'avoir mis une ouais, voiture sur le marché. C'est pas que celui qui achète neuf. Alors que sur les objets d'occasion courants, je ne sais pas si on va acheter une cafetière sur le bon coin et il y en a des milliers, on a l'impression de sauver un objet de la poubelle. Là, on pourrait peut-être considérer que l'empreinte carbone de cet objet-là, il est nul. Euh, et j'ai vu aussi que dans le rapport, il y avait ces deux approches de comptabilité carbone, approche par substitution, approche par amortissement. Je ne sais pas si ça correspond un peu avec ce que je viens de dire. Voilà, est-ce qu'on travaille sur l'empreinte carbone de l'occasion en général et pas juste des produits reconditionnés ouais. à la démo? Ouais, c'est des sujets, effectivement qui sont importants. Alors, sur les produits reconditionnés, l'empreinte carbone, il y a pas de process du coup de réparation ou de process de reconditionnement, donc sur cette partie-là, il y a pas d'empreinte carbone supplémentaire. Il y a une petite empreinte carbone supplémentaire quand on va, bah, envoyer le produit par la poste ou Oui. faire Sur des l'occasion, hein, c'est ça? Sur les ouais, produits d'occasion sur non l'occasion, reconditionnés, hein, c'est ça? oui, Ouais. ouais. Oui, Donc effectivement, après ce qui est c enfin, là où on se pose des questions, nous, à l'ADEME, c'est, sur ce qu'on appelle les effets rebonds d'accord. et notamment, heu, dans le secteur du textile avec, des Mmh. plateformes, qui encouragent à acheter des produits d'occasion, et l'effet rebond, c'est que globalement, c'est une bonne chose, d'un point de vue environnemental, sauf si, on va multiplier, et augmenter significativement, nos besoins et nos achats, en fait. Mmh. Entre, acheter, un vêtement neuf et acheter, 10 vêtements d'occasion, Ah oui, d'accord. voilà, enfin, c'est un système quand même qui a des effets rebonds parce qu'il incite à, surconsommer. Eh oui.
Et Et vous puis avez en de plus, plus en j'avais vu plus de que pratiques, de personnes oui. qui, achètent des produits d'occasion, et notamment des textiles d'occasion, pour, une soirée, et ensuite, voilà, c'est remisé dans Mmh. son placard et D'accord. ça J'avais date vu de aussi plus. que 70% des utilisateurs de Vinted utilisaient la plateforme pour augmenter leurs revenus pour acheter du neuf, en fait. C'est-à-dire que C'est ça, c'était pas un système qui était fermé, c'est pas les gens qui vendent d'occasion achètent d'occasion, mais c'est les gens qui vendent pour acheter neuf, en fait. Donc ça remet encore plus de vêtements dans la machine, ce qui fait encore plus baisser les exactement. prix et ce qui fait qu'on a cet effet rebond, Ouais, dramatique et ouais. donc c'est quelque chose sur lequel il y a un rapport qui est prévu ou, que Non, vous mais, étudiez? voilà, on s'interroge, beaucoup sur ces nouveaux modèles, Mmh. liés au réemploi et effectivement, l'objectif de l'allongement de la durée d'usage des produits à travers, le réemploi, à travers la réparation ou le reconditionnement, c'est in fine de diminuer le volume de vente Oui, et le volume de produits, qui sont sur le marché. Ce qu'on voit avec, ces nouveaux modèles d'affaires, c'est que globalement hem, les volumes de vente et les volumes de produits sur le marché et qui sont, dans nos maisons, lui, il baisse pas. d'accord. Ah oui. Mmh. Ça, c'est voilà, parce que, derrière, on va acheter plus que ce qu'on fait quand on achète des produits neufs. D'accord. J'ai vu passer l'initiative sur le fait de compter le nombre de paires de chaussures qu'on a, compter le nombre d'objets qu'on a dans sa maison. C'est toi qui travailles sur ces sujets aussi? Non, 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 mais on dans notre direction, on a des gens qui travaillent, spécifiquement D'accord. Donc il y a sur une ces équipe sur, sujets. l'aspect Voilà, consommation, biens, on objets et on a un cetera. service, qui travaille sur D'accord, la consommation responsable et donc tous ces d'accord. sujets sont traités dans ce service. OK, oui, bah, c'est passionnant en tout cas. OK, mais en tout cas, voilà, c'est bien de remettre l'objectif en tête à tout le monde. C'est objectif diminuer le nombre de produits, enfin de produits, oui, mis sur le marché, voilà, fabriqués, le nombre de produits fabriqués et donc ça, c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête pour, adopter un comportement, voilà, vertueux et puis on attend du coup ce label, hein, qui nous Ouais, renseignera du coup sur le conditionné et qui permettra en fait de ne pas se poser toutes ces questions qu'on s'est posées pendant l'interview. Où est-ce que c'est produit? Est-ce que voilà, est-ce que c'est vraiment vertueux? Au moins ça sera un gage de qualité, quoi, hein. Voilà exactement. et OK, bah, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire ou si tu veux nous parler des prochaines missions là qui t'attendent, vis-à-vis de ce sujet? Bah, sur ce sujet, pas forcément, mais après on travaille beaucoup sur le numérique, Oui. et là, on vient juste de sortir une étude, prospective à 2030 et 2050 et qui montre que Mmh. c'est c'est un secteur qui, contrairement à tous les autres secteurs, de France, l'industrie, le transport, le bâtiment, qui ont tendance à soit stabiliser ou soit qui ont des objectifs de diminution assez importantes, de leurs émissions de gaz à effet de serre. Bah, le secteur du numérique à 2030, on va avoir une augmentation de 45 et à 2050, on va avoir une augmentation de 180. Donc on est Ah oui, vraiment donc sur un secteur, qui est en très forte croissance et il y mmh. a un vrai sujet de sobriété numérique. Ah Heu, oui, dès voilà, qu'on c'est la com solution, quoi, hein. Là, c'est-à-dire Voilà, que la technologie ne suffira pas, finalement, à faire suffisamment baisser les émissions liées à la production. Bah, parce que ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, hein. Moi, j'ai posté oui, une vidéo il y a pas longtemps sur la voiture électrique en disant: «Bah, ça émet tellement de CO2, la fabrication de la batterie, on peut pas se permettre d'en avoir une par personne» et il y a des gens qui me disent: «Oui, mais dans le futur, la batterie, elle va être fabriquée plus près, ça émettra plus autant de CO2, donc c'est bon, il y a pas besoin de changer maintenant». Parce que les évolutions technologiques vont faire que tout sera bon dans 20 ans. Et en fait, du coup, toi, bah, tu étudies ces sujets, c'est vraiment passionnant. ouais, Est-ce que, voilà, toi, tu nous dis, non, il faut changer nos comportements dès maintenant, parce exactement. que c'est pas la Il y a un technologie qui vrai va nous sauver, sujet, c'est ça? de sobriété et là, on parle des gaz à effet de serre. Quand on parle des ressources et j'en parlais tout à l'heure, notamment des métaux, précieux et stratégiques, c'est encore plus vrai. Ah oui, Parce alors que là, bah, ils sont liés, enfin, c'est pas parce que vous allez mettre du numérique partout que vous allez régler, la question des ressources. oui, Autant, de temps en enfin, dans certains cas, le numérique va pouvoir, faire baisser des émissions d'autres secteurs. Je pense à l'industrie, à l'agriculture ou même à la mobilité, notamment avec une gestion plus intelligente, hem, je sais pas moi,
par exemple, chez vous, là, toute la domotique va permettre aussi de gérer l'énergie Mmh. de manière plus intelligente grâce au numérique. Mais là, on parle d'énergie et on parle de gaz à effet de serre. Quand on parle de ressources, c'est complètement différent parce que ça ne va pas aider à diminuer les ressources. Mmh. Par contre, multiplier les équipements numériques, bah, derrière, c'est de la fabrication et derrière, c'est de l'utilisation extrêmement lourde de ressources et notamment de métaux stratégiques avec, bah, je le disais, des risques de pénurie de pénurie et de conflit parce que ce sont des métaux qui sont en plus euh, extraits dans un très petit nombre de pays Mmh. et notamment en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud, avec des impacts environnementaux sur la biodiversité, sur D'accord. l'eau, qui sont extrêmement importants parce que pour extraire du lithium, par exemple, on utilise beaucoup d'eau et beaucoup de produits chimiques, donc un impact sur les populations avoisinantes qui sont extrêmement importants. Mmh. Et puis ce petit nombre, enfin c'est souvent extrait dans un très petit nombre de pays, souvent moins de 3. Et donc le jour où un des pays décide de fermer les robinets et de ne plus exporter ces métaux, eh ben, on se Mmh. retrouve en phase de pénurie extrêmement importante avec D'accord. des conflits qui peuvent apparaître. Il y a des guerres au Congo, par exemple, sur l'extraction du cobalt. Et puis on a vu là récemment avec la crise des semi-conducteurs à Taïwan, qui a impacté toute l'industrie automobile, avec des retards de vente pouvant aller jusqu'à parfois un an parce que les semi-conducteurs n'étaient plus disponibles pour la fabrication des voitures. Ah Donc oui, mais alors on voit déjà ah oui, apparaître ces phénomènes-là et plus ça va aller, d'accord. plus il va y en avoir. Parce que ces ressources, elles sont, plus facilement accessibles dans les pays où on les extrait actuellement? Ou alors il y en a partout, il y en a genre en France, mais ils sont tellement durs à aller chercher que pour l'instant c'est pas économiquement viable, hein? Euh, alors ça dépend des métaux. Par exemple, les terres rares, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont pas rares du tout. Il y en a partout dans la croûte terrestre. D'accord, OK. Sauf que il y a quasiment que la Chine qui a développé l'extraction des terres rares. Et Ah donc le voilà, ouais. jour où la Chine dit moi je les garde pour moi et je les exporte plus, bah, on a une vraie problématique. Et puis D'accord. après, il y a d'autres métaux qui sont très localisés, bah, de l'or, du cuivre, du lithium, et qu'on va retrouver dans certaines régions du monde. Pas D'accord. partout. Du lithium, on en trouve un peu en France. Ouais. C'est, ce qui est incroyable, c'est de se dire que finalement, bah, il y a des gens comme toi à l'ADEME, qui est un organisme de l'État qui ont cette vision, qui voient, ces crises qui peuvent arriver, qui sont extrêmement importantes et dans le même temps, on voit ces montagnes de smartphones jetés là qui s'accumulent et cette absence totale de sobriété aujourd'hui et on voit pas à un moment Mmh. comment on colle les 2 visions. Dire à quel moment il y aura une action étatique pour changer les comportements, pour se prévoir en fait ces pénuries? Je Bah, bon après, c'est peut-être pas ta réponse, mais non, mais il y a ouais. un certain nombre de réglementations qui existent, hein, mais après, c'est aussi le comportement de tout à chacun. Donc, il y a l'aspect, ce que peut faire l'État, mais il y a aussi ce que tout à chacun peut faire. Si on prend par exemple la question du recyclage Mmh. et des smartphones, il y a presque 60 millions de smartphones qui sont encore dans nos tiroirs. Ah oui, alors là, je plaide coupable parce que j'ai rangé il y a pas longtemps, j'en ai Voilà. 4. Ouais. Et ben derrière, ces smartphones dont on garde comme ça parce que c'est pratique, ça prend pas beaucoup de place, et puis on se Mmh. dit si celui que j'ai il tombe en Voilà, panne, s'il je tombe pourrais le en panne, réutiliser, mais voilà. bon, dans les faits, ça n'arrive jamais, ou Mmh. très peu, ou alors au lieu d'en garder 4, on peut en garder qu'un seul. Et les 3 autres, on peut, alors vous avez des sites, il y a un site qui s'appelle «Je donne mon téléphone», je crois, Mmh. donc si vous allez sur le site, vous avez une enveloppe préaffranchie,
qui arrive chez vous, vous mettez votre ou vos smartphones dedans, et ensuite ça va aux ateliers du bocage, qui est une association type ESS, et qui va justement reconditionner et redonner une seconde vie à ces équipements. Donc sur les 60 millions d'équipements, de smartphones qui sont dans les tiroirs, il y a une très grande partie qui pourrait avoir une seconde vie via du reconditionnement. Et donc, il y a des structures qui vont faire ce boulot-là. Et puis, il y a une autre partie des smartphones qui sont complètement cassés, qui ne peuvent pas être reconditionnés, qui peuvent rejoindre la filière de recyclage. Mmh. Et derrière la filière de recyclage, un smartphone, c'est recyclé à 80%. Donc, Ah oui, quand 80% même. de la matière D'accord. qui contient un Bon. smartphone va pouvoir être réutilisée Mmh. et avoir une seconde vie. Et par Elle est exemple, belle. C'est promis, je m'inscris à ce site dès demain. voilà. Et par exemple, dans 1 tonne de smartphone, on va retrouver 100 fois plus d'or que dans 1 tonne de minerai d'or. Ah oui, d'accord, donc c'est le Voilà, jackpot, donc il y a le truc. il y a des vrais enjeux quand même, hein. Ouais. C'est ce qu'on appelle des mines urbaines. C'est-à-dire que toutes les cartes électroniques contiennent un petit peu d'or et quand ça va, en recyclage, elles sont séparées et ensuite elles vont dans des usines spécialisées, de recyclage de cartes électroniques où on va aller, récupérer une dizaine de métaux précieux, dont l'or, mais aussi, dont le cuivre ou Mmh. l'aluminium. D'accord, et alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a un label, parce qu'on parlait de label tout à l'heure, pour, des objets justement qui seraient beaucoup plus durables, réparables, recyclables que ceux d'aujourd'hui? Parce qu'il y a eu des tentatives comme le Fairphone, le Blockphone, je ne sais pas si tu connais, Ouais. bon, qui sont malheureusement pas des foudres de guerre en termes de, voilà, d'expérience utilisateur. C'est un peu lent, enfin bon, c'est pas génial, mais c'est un peu dur là quand on achète un téléphone, de voir si c'est un téléphone qui va durer longtemps ou pas. C'est Et bah, c'est une très bonne question. Il existe déjà ce qu'on appelle l'indice de réparabilité. Oui, d'accord. Donc ça, c'est obligatoire, sur 5 familles de produits, les smartphones, les télés, les ordinateurs portables, les lave-linges et les tondeuses à gazon électriques. Ah Et d'accord. donc et OK. donc, quand tu iras, po dans un magasin, tu regarderas, les smartphones et normalement, il y a un indice de réparabilité qui est une note qui va de 1 à 10, enfin de 0 à 10, Mmh mh. et qui, vise à donner une information au consommateur sur la réparabilité de l'équipement, donc sur sa capacité à être réparable ou non. Donc 0 étant un équipement qui est pas réparable du tout, 10 étant un équipement, qui est, super réparable. Et donc cette information, elle est, affichée dans tous les lieux de vente et partout sur les sites web, quand on souhaite acheter, une de ces 5 familles de produits. Ça D'accord, a mais été tu vois, ça j'avais pas vu que c'était, j'ai acheté une machine à laver il y a pas longtemps et et bah, j'avais pas vu que c'était il un devait y avoir indicateur, l'affichage de ah oui. l'indice de réparabilité. Donc ça, Mais ça permet je pensais que c'était le site web qui le mettait. Voilà, c'est je affiché pensais pas que aussi en c'était quelque magasin. chose, Et donc d'accord, ça OK. a été, donc au 1er janvier 2021, il y avait ces familles de produits et depuis novembre dernier, il y a, heu, 3 nouvelles familles de produits, les lave-vaisselle, les aspirateurs et les nettoyeurs haute pression. Ah super. Donc Mmh. ça, c'est une information qui est pratique pour le Oui, consommateur et qui tout à fait. il va pouvoir comparer 2 produits entre eux pour choisir le plus réparable. Mmh. Ça, c'est ce qui existe actuellement et ce qui va arriver, mi-2024, c'est un indice de durabilité. Donc ça, c'est un sujet Ah sur lequel, oui, je travaille, OK. aussi, et donc cet indice de durabilité, en plus de la capacité de l'équipement à être réparable, il y aura aussi, des critères qui sont liés à la fiabilité du produit, donc à sa robustesse en fait. Est-ce qu'il va durer longtemps ou est-ce qu'il va pas durer longtemps? Et aussi, à sa capacité à être amélioré dans le temps. Mmh. Et donc cet indice de durabilité, il va concerner, dans un premier temps, les 5 premières familles de produits, que j'ai citées tout à l'heure. Donc lave-linge, smartphone, ordinateur portable, télévision et tondeuse à gazon.
et donc il va arriver, mi-2024 OK, bah, avec ça oui, avec c'est des chouette. critères, très spécifiques, Mmh. d'une famille de produits à l'autre, donc des critères de robustesse, est-ce que Et mon oui. produit il est garanti plus longtemps? Est-ce qu'il est facile à entretenir? Est-ce que, par exemple, il est le la question de la maintenance logicielle, est bien pris en compte? Mmh. Est-ce que la maintenance logicielle est faite pendant, plus de 6 ans, plus de 7 ans, plus de 8 ans? Et donc voilà, il y a tout un tas de critères nouveaux qui vont arriver et qui vont, donner une information sur la durabilité du produit. OK. Alors ça, c'est pour les gros produits et je me demande sur les petits, est-ce que tu penses qu'un jour ça pourrait être généralisé? Je demande ça parce qu'il y a quelque temps, j'avais acheté des pantoufles, tu vois, dans un magasin. Il y avait que des pantoufles genre à 3 €. Bon, il y a que ça, alors j'en ai pris une paire et elle m'a duré genre 2 mois, quoi. Après, elle était trouée, elle était fichue. Ouais, Mais s'il y avait eu marqué 3 € pour 2 mois et à côté une paire à 20 € pour 10 ans, eh bah, le calcul, il aurait été vite fait, mais voilà, il aurait été possible de faire le calcul. Et ouais, là, vu qu'il y a pas cette information, on peut pas faire le calcul et c'est vrai que je pense qu'il y a énormément de produits très peu chers qui arrivent de Chine, là, sur le marché actuellement et comme on ne les met pas en regard de leur durée de vie, réelle, mmh, ça provoque un gros engouement et c'est enfin, dans des voilà, des grandes surfaces spécialisées dans le low cost et tout, on voit bien que les produits ils vont pas tenir longtemps, mais c'est pas marqué, quoi. Si c'était marqué, ça serait tellement plus facile de faire des choix, en fait. ouais. Voilà. Alors il y a des travaux européens notamment, sur l'affichage environnemental. Alors c'est pas forcément, une information précise sur la durée de vie, Mmh mh. mais c'est sur l'impact environnementaux des textiles et donc c'est l'affichage environnemental avec, ça sera pareil, une note, hein, type, étiquette énergie avec des couleurs et Ouais. là on pourra voir sur les textiles, les différences sur les impacts environnementaux. Donc c'est très globalisé et ça donne une note, globale, heu, sur les impacts environnementaux liés à différents produits textiles, D'accord. avec Très la bien. volonté de comparer, d'un produit à l'autre. Mmh. OK et on va continuer à laisser le choix aux consommateurs finalement de prendre un produit pas cher et pas durable et Alors, un là, produit, il y a des choses qui se font, notamment au niveau européen. Ça s'appelle les directives, éco-conception, d'accord. éco-design, en anglais et ça va être multiplié et dans ces directives, donc c'est produit par produit, il y a quand même, de plus en plus de critères qui sont liés, à ces notions de réparabilité, de durabilité, Mmh mh. et de consommation d'énergie et dans cette directive écodesign, on fixe des planchers. C'est-à-dire qu'en dessous de si vous êtes en dessous d'un plancher, sur la disponibilité des pièces détachées, par exemple, Mmh mh. vous pouvez pas mettre le produit sur le marché européen. Ah très bien. Oui, bah, Ça, voilà. ça OK. existe déjà. Par exemple, Ouais. une machine à laver, actuellement, on peut pas mettre, sur le marché une machine à laver si, les pièces détachées sont pas disponibles pendant au moins 10 ans. D'accord, d'accord. Mmh. Donc c'est un vrai outil, d'éco-conception et qui permet aussi de voilà, de mettre hors marché, les produits, qui consomment beaucoup d'énergie, les produits, qui sont pas durables et les produits qui sont pas réparables. Mmh. D'accord, très bien et et au niveau des marchés du marché de l'occasion, hem enfin, aujourd'hui, c'est assez compliqué, moi, je trouve, d'acheter un produit un peu cher comme une machine à laver, sur Leboncoin parce que quand on se met enfin, voilà, quand on achète des petits objets à 20 € et cetera, bon, l'objet est cassé, il tombe en panne vite, c'est pas très grave, mais quand on achète un objet à 500 € comme une machine à laver, tout de suite, on a bah, voilà, si on achète d'occasion, on n'a pas de garantie, on n'a pas de protection, en fait. C'est-à-dire, on peut tester la machine le jour J, mais si on le prend chez soi et que 3 jours plus tard, ça tombe en panne, bah, voilà, on a lâché 500 € dans la nature et je trouve que ça incite pas à acheter d'occasion des objets, de cette taille et ça, je sais pas s'il y Ouais, a des choses prévues bah, là-dessus. en fait, la garantie, pour les produits d'occasion, elle est réglementée, quand c'est un vendeur professionnel Et oui, c'est ça, et ouais. Mmh. et il y a aucune réglementation quand vous faites un achat, via Leboncoin, par exemple.
Donc Ouais. effectivement, il y a pas de Mmh. protection, du consommateur et c'est une question de confiance aussi entre, le vendeur et la personne qui achète. Mmh. Oui, d'accord. Oui, oui, ça va pas changer du jour au lendemain alors. OK, ouais, mais de toute façon, en fait, un truc que j'ai pas compris peut-être, c'est les produits, reconditionnés. Par exemple, une machine à laver reconditionnée. C'est une machine à laver qui est tombée en panne et qui a été réparée? Ou alors Non, ça non, peut être une machine à ça peut laver, être une machine, dont quelqu'un s'est séparé, d'accord, qu'elle oui, voilà, marche ou d'accord. qu'elle soit en panne. Donc on peut aussi se séparer de sa machine si jamais elle est en déménage ou quoi, vers un vendeur professionnel qui pourra du coup le remettre Ouais, en jeu avec une garantie, quoi. ouais. Ouais, Il d'accord. y a d'ailleurs une obligation, quand vous achetez un produit neuf, et notamment du gros électroménager, quand vous êtes livré, le Mmh mh. livreur a l'obligation de reprendre gratuitement, votre ancien produit Oui, voilà, et d'accord. souvent, ça rejoint ensuite, des filières, notamment un acteur comme Envie, Mmh. s'approvisionne beaucoup, sur ce marché-là. D'accord. En fait, ça, c'est géré par les éco-organismes. Mmh mh. Donc quand vous achetez un produit électrique électronique, sur la facture, vous avez le montant de l'éco-contribution et cette D'accord. éco-contribution, elle sert à financer la filière, de fin de vie et heu et donc ensuite, le distributeur met à disposition gratuitement les produits qu'il a récupérés lors de livraison à des acteurs comme Envie qui derrière vont faire du reconditionnement. D'accord. Mais alors aujourd'hui, on en trouve quand même, assez peu, moi je trouve de Sur ces produits l'électroménager, oui, reconditionnés. Ouais. c'est vrai qu'il y en a encore assez peu, mais je pense que ça va augmenter dans les années à venir. D'accord, OK. Bon, bah, très bien. On croise les doigts. Alors on va peut-être arrêter là l'interview, je vois que le temps passe. Moi je je trouve tout ça passionnant. Alors voilà, je profite d'avoir quelqu'un sous la main pour creuser, même si on s'est un peu éloigné du sujet initial, mais voilà, c'est passionnant effectivement, donc écoute, je te remercie beaucoup pour, le Bah, de temps rien. tu nous as consacré et voilà, je vais faire un petit résumé de tout ça avec vraiment, les quelques guidelines vraiment concrètes, vraiment pratiques là, qui sont sorties de l'interview, heu et très utiles, je pense. Voilà. OK, bah, écoute, merci. Merci à toi et à très bientôt. Ouais, à Au revoir. bientôt. Au revoir.